Samedi 26 avril 1975. Extrait du livre L'abeille et l'architecte chronique de François Mitterrand. Moscou. Des deux mains, Léonid Brejnev me serre les épaules, puis il m'entraîne dans son bureau, passe son bras sous le mien jusqu'au siège où il me conduit et va s'asseoir en face, de l'autre côté d'une longue table, avec à sa gauche Boris Ponomarev et l'interprète. Charles Salzman, qui m'a suivi, se place à ma droite en retrait. Il me fera plus tard le récit de la conversation telle qu'il l'a perçue, puisqu'il comprend le russe et n'a rien perdu des inflexions de voix, des nuances du vocabulaire. D'un interphone qui se trouve à portée de Brejnev sortent de temps à autre des appels nasillards métallisés par l'appareil. Il répond de bonne humeur, mais à la troisième sonnerie, lance à la cantonade, on se demande ce qu'il ferait sans moi. Ponomarev sourit sans voir. Brejnev enchaîne d'une voix basse sur un monologue passionné, où il est question de la paix, de son amour de la paix, de sa volonté de paix. 20 millions de morts, voilà le prix pour nous de la dernière guerre. Mais si l'on compte les morts, on ne compte pas les chagrins, les misères, les maisons détruites, les champs abandonnés, le travail perdu, l'énergie détournée. On ne compte pas le temps qu'il faut pour refaire un pays, pour faire un homme. Ceux qui disent en Occident que la détente n'est pour nous qu'un artifice diplomatique, une tactique de circonstance, vous trompent. Nous ne ferons la guerre que si l'on nous y force. Il s'arrête et m'interroge. Me croyez-vous ? Sa conviction porte, émeut. Suffirait-il d'une tirade pour régler les affaires du monde ? J'hésite à ratifier la réponse qu'il attend de moi. Laissez-moi réfléchir, je désire vivement vous croire. Il se lève d'un mouvement brusque, vient vers moi, ouvre sa veste, simule de 2 doigts le mouvement de ciseaux et s'exclame « Vous ne me croyez pas ? C'est comme si vous me coupiez les bretelles. » Sur un petit meuble, des photographies s'entassent en vrac. Il en choisit une qu'il me tend. Lui, en jeune officier. Puis une autre, on le reconnaît, monté en grade, commandant de compagnie, peut-être de régiment. D'autres encore, en général. J'ai vu la guerre de trop près, on ne peut que la haïr. Son visage s'éclaire, il regarde une photographie de grand format, un peu figée, tirée à l'évidence dans un studio professionnel, et qui le représente en civil, avec un beau chapeau de feutre à bords rabattus sur le front. « Je n'étais pas mal, hein, à 20 ans. » Et tourné vers ses compagnons, « Il n'aime pas que je la montre, mais quoi ? On peut vivre sans uniforme. » Il me fixe droit dans les yeux. « Vous êtes un camarade de combat. Je sais ce que vous avez fait, je connais votre guerre. Ceux qui ont vécu cela doivent se comprendre. Partout où vous irez, à Leningrad, en Ukraine, en Ouzbékistan, interrogez les gens, voyez-les au travail. Notre peuple consent un formidable effort pour produire, créer des richesses, assurer son bien-être. Qu'on ne nous oblige pas à fabriquer indéfiniment des armes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus coûteuses, pour défendre notre sécurité. » Assis de nouveau entre Ponomarev et l'interphone, qui continue de grésiller, il parle ainsi près d'1 heure. Parfois, il me pose des questions sur la France. « Votre pays, nous l'aimons ici. Beaucoup de choses sont venues de lui. Mais s'intéresse-t-il aux idées, aux événements du dehors ?» Et comme l'a fait Souslov, il aligne des statistiques, des chiffres à la gloire du peuple russe. J'ai connu 2 sortes de Russes, ou plus exactement de Russes soviétiques. Les uns raides, glacés, chevaliers d'un parti dont l'appareil est une armure qui les tient droits même couchés. Les autres, vifs, spontanés, passant du rire à la colère, de la colère au rire, tapant sans transition sur la table, sur le ventre, obéissant à des humeurs énormes dont on aperçoit après coup que leurs variations ne s'écartent guère des règles dialectiques. Khrouchtchev appartenait à la seconde espèce. Gérard Jacquet, qui participait à Moscou en 1963,
à la délégation de la SFIO, reçue par le Parti communiste d'Union soviétique, se souvient qu'à la fin d'un long et copieux déjeuner, Khrouchtchev avait narré dans le détail les difficultés qu'il avait rencontrées après sa dénonciation des crimes de Staline. « Malgré mes efforts, avait-il soupiré, un courant stalinien persiste dans le parti, même au plus haut niveau. » Et désignant d'un geste circulaire les soviétiques présents, parmi lesquels une dizaine de membres du bureau politique et du comité central, dont Kosygin, Podgorny, Ponomarev, il avait ponctué. Des staliniens, il y en a partout. Les autres, muets et gênés, prenaient des notes. Carlos Rafael Rodriguez, à qui j'avais peu après décrit la scène, m'avait fait à son tour ce récit. Lors d'une réception similaire, où l'on avait beaucoup mangé, Khrouchtchev s'était jeté dans la piscine de la datcha, nous invitant à l'imiter. Un diplomate qui ne savait pas nager avait quand même sauté et, pris de nausée, avait dû recevoir assistance pour sortir de l'eau. D'autres barbotaient mal à l'aise. J'avais suivi le mouvement, mais j'appréhende de me baigner pendant la digestion. Je pensais à la dictature, à la révolution, aux arrestations, aux tortures, aux mitraillades que j'avais traversées sain et sauf, et je me sentais un peu mélancolique à l'idée de ma notice funèbre noyée dans une piscine. Khrouchtchev me tira de ma méditation. Il criait dans un grand rire « Regardez comme ils ont peur. Staline les a bien dressés. » Moins excentrique, moins provoquant que son prédécesseur, Brejnev est de la même famille. Il éprouve, il exprime. Mais cette aisance à communiquer, cette chaleur, je les perçois aussi comme un mode subtil d'occuper le terrain entre soi et les autres. Sentinelle postée à bonne distance, du retrait d'où chacun épie le spectacle du monde. Il y a derrière tout ce bruit une attention et un silence. Je lui demande pourquoi ces troupes et ces armes massées sur le sol de l'Europe, et ces fusées pointées sur nos villes. Nos spécialistes n'en ont jamais dénombré autant et d'une telle puissance de feu. L'état des forces de l'OTAN dans ce secteur ne justifie pas pareil surarmement. Cela affaiblit votre thèse. Il élude et repart dans une charge contre ce qu'il appelle la menace allemande. Quant aux États-Unis, il est visible qu'il regrette Nixon. Brejnev voudrait savoir à qui parler. Puis il change de conversation pour décrire avec une sorte de lyrisme un avenir plein d'investissements, d'équipements, d'échanges, de conquêtes scientifiques, de merveilles techniques, de pouvoir d'achat. Me croyez-vous ? S'il interrogeait à nouveau, je dirais oui. Sans doute maintenant. Une intuition, plus forte que le saisissant dossier que m'a fourni Charles Hernu sur la concentration des armées soviétiques en direction de l'Occident. Comme tous les papes de transition, Brejnev s'attache à la durée, et il dure, s'arc-boute sur le temps, et il tient. Tirant son pouvoir de l'instabilité, il exerce par l'équilibre. Mais il n'est pas de long règne immobile. Hors du mouvement, le roi tombe. Brejnev le sait, qui doit par de rapides ajustements contenir la poussée libérale, venue des marches de l'Empire et qui gagne de proche en proche. Cette formidable envie de changer de siècle, d'oublier que tout fut dit dès 1917, de hâter la venue d'autres mots, d'autres modes, peut-être d'autres concepts ou, plus simplement encore, de vivre hors de l'histoire, de rêver sur le pas de sa porte, de trouver en soi-même l'ébauche d'une réponse, de crier ce n'importe quoi qui passe par la tête et vient d'on ne sait où, d'échapper à l'œil vide du Dieu qui pense à tout. Le printemps mort à Prague ouvre les fleurs de l'ombre au soleil du dedans. La terre éclate à vouloir imposer les lois de pesanteur et la sève qui monte. L'homme seul à Moscou, à Budapest, à Varsovie, peut désormais parler plus haut que les tours du silence. Sa voix se fait tumulte, on l'entend de partout. Les biradeurs n'y peuvent rien. Oui, quelque chose me dit que Brejnev sait. En dépit de Solzhenitsyn, je doute que le goulag soit encore un système dans un système qui doute de soi. D'où le recours à l'équilibre. Un de mes amis allemands me confiait récemment qu'il ne s'inquiétait pas outre mesure de la présence massive des divisions russes au voisinage de son pays. Il faut bien, disait-il, que Brejnev occupe ses généraux. Car l'armée veille.
Elle s'inquiète des convulsions qui secouent l'un après l'autre, excepté la Bulgarie, les pays satellites. Elle s'irrite des reculs de l'influence soviétique en Afrique, en Asie, d'une certaine incapacité à combler les temps morts de la présence américaine. Elle se fait conscience du parti face aux diversions de l'eurocommunisme. Après Thermidor, les capitaines se prennent à rêver, mais Brejnev est là, dont la carrure et la sagacité bloquent encore les mécanismes de l'histoire. La postérité, qui dédaigne le plus souvent les hommes de transition, accordera à celui-là une place de choix. Clore une révolution sans la compenser par la guerre n'est pas donné à tout le monde.